candidat à la présidence pour les élections prochaines avait formulé une série d'exigences dans le sens d'un processus électoral démocratique, crédible, comme vous savez. La CENI a promis de donner une réponse. Elle a convoqué sa plénière. Elle a donné la réponse. Cette réponse, nous l'avons tous suivie, c'est une fin de non-recevoir. Elle a refusé de rencontrer les exigences que nous lui avions soumises. Aujourd'hui, là, l'opposition dans sa composante, la Mouka Fayoulou réagit à la réponse donnée par le président de la CENI que vous avez tous suivi. C'est cette réponse-là que nous allons vous livrer tout à l'heure. On vous prie d'être très attentifs. Je vois que vous êtes très nombreux, les gens de la presse. C'est une très bonne chose. Je passe directement la parole au président élu Martin Fayoulou pour vous donner cette réponse de la Mouka Fayoulou. Le cycle électoral depuis la promulgation de la Constitution du 18 février 2006. L'histoire renseigne que les 3 cycles électoraux passés n'ont pas produit des institutions et des animateurs légitimes à cause de la fraude électorale qui s'est enracinée comme mode d'accession au pouvoir. Et cette situation va de mal en pire. Ces mécanismes de fraude électorale a également engendré des dirigeants peu soucieux du devenir du pays et des générations futures. C'est ainsi que la mission de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a été dévoyée. Elle a été transformée en un levier d'opérationnalisation du vol de la souveraineté du peuple. Par exemple, l'article 47, alinéa 3 de la loi électorale initiée par la CENI répond à cette logique d'opérationnalisation de la fraude en ce qu'il dispose, je cite, le vote semi-électronique combine l'utilisation du bulletin papier sécurisé et le comptage manuel en même temps avec un dispositif électronique de prise en charge du processus de vote, d'agrégation et de transmission des résultats. Fin de citation. Au paragraphe 5 du même article, la CENI s'est donné d'autorité le droit de trancher en précisant, je cite, en cas de divergence de résultats issus du dépouillement manuel et ceux des dispositifs électroniques, la CENI procède aux investigations
et à la correction de l'erreur au niveau du centre local de compilation des résultats. Un procès verbal est élaboré à cet effet et signé par le membre du centre local de compilation instruit par la CENI et les témoins des candidats présents. Fin de citation. Cette disposition ouvre clairement la voie à la CENI de recevoir électroniquement les voix issues des bureaux fictifs. C'est pourquoi, au point 5 de son communiqué, numéro 032/CNI/2023, la CENI insiste sur l'impératif pour elle d'observer strictement les cadres légaux et réglementaires en vigueur dans l'exercice de ses missions. Non, cette fois-ci, ça ne passera pas. Il est en effet temps que nous puissions arrêter cette hémorragie. Nous devons refuser que la CENI poursuive allègrement l'œuvre de se servir du peuple comme strapontin pour la matérialisation de la fraude et nous vendre une illusion de démocratie. Dans ce cadre, le communiqué de presse susmentionné de la CENI, en réponse à nos préoccupations présentées à M. Denis Kadima le 30 juin dernier, est une provocation de trop. En effet, contrairement aux affirmations de la CENI, l'audit externe du fichier électoral a un fondement en droit positif congolais. On sait que les audits externes précédents ont été réalisés sur base des décisions du bureau de la CENI, qui sont des actes réglementaires, source du droit, lesquels audits constituent par ailleurs à la fois une coutume et une jurisprudence administrative. L'audit externe par un organisme indépendant et réputé a pour but d'apprécier l'intégralité et l'inclusivité des données collectées en rapport avec les standards internationaux, de vérifier et de certifier la conformité par rapport aux lois et règlements de la République démocratique du Congo. En d'autres termes, l'audit externe du fichier électoral est nécessaire pour s'assurer de l'authenticité des données envoyées au Centre national de traitement uniquement par les différents bureaux d'enrôlement cartographiés par la CENI et ainsi mettre en confiance toutes les parties prenantes. En effet, la confiance est le gage de la crédibilité des élections et de l'intégrité des résultats. Malheureusement, il est aujourd'hui clair que la CENI ne veut pas se soumettre à l'audit externe de son fichier parce qu'elle sait pertinemment bien qu'il contient des fictifs. De ce fait, nous réaffirmons notre position. En l'absence d'un fichier fiable, audité par un organisme indépendant réputé, en présence de délégués des parties prenantes, nous ne déposerons pas nos dossiers de candidature. Nous refusons de blanchir la fraude et donc d'accompagner M. Félix Tshisekedi et son union sacrée dans une nouvelle forfaiture électorale. En conséquence, nous rappelons au peuple congolais que conformément à l'article 64 de la Constitution, nous avons l'obligation de faire échec à toute forme de dictature d'où qu'elle vienne. Nous devons donc nous mobiliser
pour empêcher que la parodie électorale en préparation ne se réalise. Ce n'est qu'à-ce-prix que nous allons recouvrer notre souveraineté et notre dignité confisquées. Dans cette perspective, nous allons entreprendre une campagne de mobilisation en vue de préparer le peuple à l'utilisation de l'article 64. Dans cette perspective, nous allons entreprendre une campagne de mobilisation en vue de préparer le peuple à l'utilisation de l'article 64. La vérité des urnes commence par un fichier électoral fiable. Je vous remercie et que Dieu sauve. Monsieur Nanga, à l'époque, il a même photographié des arbres. Donc, il y a des arbres, on a donné un nom, mais photo, on a photographié des arbres. Nous disons oui, mais qui nous dit qu'aujourd'hui vous ne l'avez pas fait? Il nous a donné des techniques de fraude. On lui a dit, mais vous accusez vous-même. Parce que vous êtes spécialiste d'observation électorale. Vous n'êtes pas un expert électoral. J'ai démontré à M. Kadima qu'il n'était pas un expert. Parce que lui-même, il ne maîtrisait pas correctement ce qu'il fait. Kadima dit ceci. Mes auditeurs m'ont demandé de publier la liste. On lui a dit que non. La liste, la publication, c'est déjà une exigence légale. La publication devait déjà commencer après l'enrôlement. La loi portant identification et enrôlement des électeurs dit qu'on doit, après l'enrôlement, on doit envoyer toutes les données à la centrale. Et la centrale va publier ça. Et on va publier, et après cela, il y aura le contentieux des listes. Vous n'avez pas fait. Et même après cela, vous devez publier, et vous avez vu dans sa réponse, il a cité l'article. Donc il est parti vérifier. Or, il a insisté que c'est lui qui dit ça, et ce sont ses auditeurs. Mais comment il a retrouvé ça dans la loi? Et il cite la loi. S'il il avait une dignité, il ne pouvait même pas citer. M. Kadima dit ceci, que c'est lui, le premier dans ce pays, à avoir exigé 10 empreintes digitales. Vous êtes journaliste. Est-ce que c'est la première fois que vous avez fait les 10 empreintes digitales? On lui a dit que non, monsieur. Et soyez sérieux. Prouvez-nous que vous connaissez ce que vous faites. On lui a dit, lisez les rapports de l'OIF de 2018. Il y a 16,6% des lecteurs qui n'ont aucune empreinte digitale. Et il y a 6% des lecteurs qui ont 1, 2, 3, mais pas la totalité d'empreintes digitales. 22%. Près de 9 millions d'électeurs. Plus les autres. 10 millions, plus de 10 millions d'effectifs. C'est pour cela que nous avons parlé de 10 millions d'effectifs. Voilà l'exercice auquel je vous conduis. On nous a dit que le fichier contient 43 900 000 électeurs, n'est-ce pas? 43 900 000. En 2011, nous avons eu un taux de participation de 57%. En 2018, 47%. Et 2023, vous pouvez prendre n'importe quel taux de participation. Pour juste les calculs, je mets 40%. Vous avez les fichiers, mais ce fichier-là est composé de deux parties. Il y a une partie visible, ça peut être 33 900 000, juste pour les besoins de calcul. Vous pouvez faire des combinaisons que vous voulez, vous tomberez au même résultat. 33 900 000 et il y a 10 millions de fictifs. Je prends 10 millions parce qu'en 2018, il y avait 10 millions de fictifs. Rappelez-vous, vous étiez là, quand on courait ici, on disait à qui voulait nous entendre qu'il y avait 10 millions de fictifs. Ces 10 millions de fictifs, c'est-à-dire des cartes qui se trouvent entre les mains des gens dans leur maison, les gens de l'union sacrée, des gens à qui on va donner la machine. C'est pour cela, quand nous, la coalition et la coordination des opérations électorales de la Mouka, avait demandé à M. Kadima et à la CENI de donner le nombre de machines achetées, de donner le nombre de machines dispatchées. Il n'a pas voulu. Les catholiques et les protestants sont allés plus loin. Donnez-nous le nombre de machines et les références de ces machines.
ils n'ont jamais donné. Ils savent pourquoi. Et vous avez vu à Kasumbalé ça, l'accident, à Chikapa, accident. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas les éclaircissements sur ces deux accidents. Donc, les 10 millions ici, c'est les fichiers opaques. Ce que les gens ont chez eux. Les jours des élections, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, on va dire que bon, voilà, 40% taux de participation. Ça fait combien? 17 560 000. Les 17 560 000, c'est le chiffre, mais eux, ils ont déjà 10 millions. Donc 10 millions pour la présidentielle, on attribue ça à M. Tshisekedi. 10 millions. Donc, il a déjà 10 millions sur ça. Si c'était 50%, ça devait être 21 950. Moins 10 millions, il va rester 11 950. Ici, il reste 7 500. 7 500, vous, les dindons de la farce, vous êtes partis là-bas et vous allez vous partager ces 7 500 ou ces 10 millions aux 11 900. Est-ce que vous avez compris? C'est tout ce qui se passe pour cela. Quand nous sommes partis voir M. Kadima, on savait pertinemment bien qu'il n'allait pas ouvrir le fichier. Ça nous a pris 4 heures. Pourquoi? Parce qu'on a tourné autour de cette affaire. On a tourné. Lui, il est venu avec la solution. Je vais publier les listes. On a dit, bon, même si c'est déjà une exigence légale, allez-y. Mais nous voulons l'audit du fichier électoral. Ah non, je ne peux pas décider seul et je n'ai pas demandé à la plénière. On le savait parce que si M. Kadima publie, il se déquilote. Okay? Il se démasque. Alors, dites-moi, en âme et conscience, vous êtes citoyen congolais, citoyenne congolaise. Vous allez accompagner M. Kadima? Vous allez aller pour dire que, bon, comme les Kinois disent ici, tiens Moutou Bakata. Ok, tiens Moutou no Bakati. Na lingina lo baongo yo na lingala. Parce que Batouba yoka. Makambo yo to yea wa bomoni ke bazako lo ba. Oh non, la mouka, Fayulu na batunaye, ba boycotté ba élection. Non. Boycott, c'est un vocabulaire na bisoté. Ndengi to zako lo bamba na mbala. To lobi boye. Banda 2006 to banda ba élection kaka fraude. Mais il y a 2006 c'est ça qui moi malamu. Na 2011 eye et baby. Na 2018 ba baby susu ko baby ça. Sikoyo bazu mutu moko batie wana mutu wana linko yo kata moto moko te. Alobi que na CENI il est le seul coq qui chante. Kaka yemoko ba kokeri ko mutu ko lo balo ko mususu azalité. Pona nini? Parce que Tshisekedi a tiré wana pour asala makasi ya longole soni. Tshisekedi azana soni. Soni azana ngo alata ezali boye. Kabila moto no sayebi ke Kabila moto anomaki ye. Et bongo sikoyo congolais soka boni Fayulu alobi président élu. Fayulu c'est le président élu. Ayebi yango. Alors ye azana nani? Babengi ye Pantin, babengi ye s'il vous plaît. S'il vous plaît. Babengi marionnette, babengi nyoso babengi. Mais sikoyo na ndenge ya mobali na moto na ye albike sonyo fona longolango. Na longolango ndenge na tricher. Na zo moto oyo babengi Kadima. Ya sala ba observation électorale en Afrique. Ayebi ba technique nyonso ya ko tricher. Amemela ngai yango wana Kadima rassuraki ye alobi ke ko bangate to ko sala. Mais biso to moni balobaka na lingana biso soko moni ndoki osala nini? Bon, siko biso to beleli to komi batu mabe biso to beleli bolobi ke biso to lingi élection te biso to lingi ba élection yango na ndenge na sali démonstration awa boyoki yango s'il vous plaît ndenge na sali ba démonstration awa bazali déjà na bandaku na bango bazali na ba carte ba bomba non basalaki bango moko non basombi na bato mokolo ya ba élection basi ba prévoir yango na loi électorale. Pourquoi? Loi électorale elekaki yambala elekaki. Les votes électroniques étaient prohibés, on pouvait pas. Yango na nanga yaki alobi que non, comme il y a vote électronique té tondimi bino mais tokozwa ba bulletin bokotia
na urne yango moto ko compter. Ba ben yango comptage manuel. Siko il y a même pas de comptage manuel qui va primer. Comptage manuel bino tango boko sala ba comptage manuel bango si batinda ki ba résultat. Ba ko ba résultat na butu wana. Lobi na ngo na tongo bi na poko nango ba publier ba résultat. Bino bozo ke na ba bureau de compilation, ba centre de compilation des résultats. Pour ça la nini. Est-ce que vous comprenez? Merci. Maman, moto yo nyonso azobalika mbongo, c'est que mbongo yazanango ayiba. OK? Ayiba na l'état. Ngai nazala no boboko nini pembe. OK? Maman, ce qui nazana mbongo te ndako ya nani? Oyebi valeur nango? Oyebi valeur nango? Lopango elandi kuna ya nani? Oyebi valeur nango? Soki na lebina tikala na ndako yo, nateka lopango wana. Na kosala élection te. Mais est-ce que boyo kanga malamu? Toza ya ope na bapaya, ba journaliste bapaya bazali awo. Est-ce que na poto na bamboka mususu ya Afrika bato yo basala ka élection? Trump azali milliardaire. Na poche na ye na mbongo na ya ki milliardaire abimisa ki boni. Élection c'est l'élection du peuple. Yango na bato bako dondo bako beta tolo balobi mbongo, mais mbongo bango bayibi mbongo ngasa nango. Bango bayebi biloko ngasa nango. Tango toyokana. Tango tokendeki toyokana. Les loyaux, qui peut me donner tous les documents qu'on a fait? Amenez-moi ces documents. Ouvrez simplement. J'aimerais poser la question à ces membres de la communauté internationale si ce qui se passe ici chez nous, ça se passait chez eux, ils allaient accepter. Je pose la question. Donc vous allez dire aux Congolais, la démocratie, ce n'est pas un processus instantané. Nous, dans tel pays, nous avons 200 ans de démocratie, 100 quelques années, 80 ans, et vous attendez 200 ans pour faire comme nous faisons, et du reste, même chez nous, ce n'est pas encore parfait. Non. Nous demandons aux gens de nous respecter. Et si ils pensent qu'ils ne peuvent pas soutenir ce que nous disons, s'ils ont des doubles standards, des standards chez eux et des standards dans d'autres pays africains, mais pas au Congo, ça, c'est un problème. Ça veut dire qu'ils ne nous respectent pas. Nous voulons des élections transparentes. Qu'est-ce que vous mettez dans les contenus quand vous dites élections crédibles? Qu'est-ce que les élections crédibles aux États-Unis, c'est différent des élections crédibles ici, au Congo? Les élections crédibles en Angleterre ou les élections crédibles au Ghana, c'est différent d'ici? Non. Nous n'avons pas peur d'aller aux élections. Et nous ne voulons pas de dialogue. Cher ami, regardez-moi bien. Est-ce que vous m'avez déjà vu dans une réunion de partage du pouvoir? Je vais vous faire une confidence. OK? Si vous ne le savez pas. Nous avons été au dialogue de la CENCO. Et dans ce dialogue, il s'agit de proroger le mandat de Kabila d'1 an. Et pendant cette année, on devait avoir un gouvernement consensuel. OK? Et dans ce gouvernement, le président Etienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, il a dit ceci. Je ne tiens pas ça de quelqu'un d'autre, de Félix Tshisekedi. Si le premier ministre doit être de l'UDPS, c'est Moubake. OK? D'après Etienne Tshisekedi. S'il n'est pas de l'UDPS, c'est Martin Fayulu. Donc c'est toi. Vous me suivez, monsieur? Je dis à Félix, allez dire au président que non. Je ne peux pas lui répondre, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais je ne suis pas candidat Premier ministre. Moi, je suis candidat président de la République. J'attends les élections. Je n'ai jamais voulu le partage du pouvoir. Vous savez combien de temps on m'a appelé pour être ministre? Depuis que j'avais l'âge de 34 ans. Je travaillais pour Mobiloy, ExxonMobil.
je dis que je ne partage pas les mêmes valeurs que ces gens-là. Comment je peux aller dans un gouvernement qui n'est pas dirigé par moi et où je ne partage pas les mêmes valeurs? Non, c'est les gens qui crient « Oh non, ils veulent le dialogue pour le partage du pouvoir ». Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas dans le partage du pouvoir. Nous voulons, si on se met autour d'une table, pour se convenir des règles consensuelles qui nous amènent aux élections crédibles, c'est-à-dire transparentes, impartiales, inclusives et apaisées. M. Kadima a dit que j'organise des réunions, j'appelle surtout l'opposition, c'est comme ça qu'il a dit, pour avoir des élections inclusives. Et maintenant, nous nous disons que les conditions requises par la loi, par la Constitution, il y a ces conditions de confiance, ça n'existe pas. Mais il va organiser quelles élections inclusives? La jurisprudence, simplement à l'article 168 de la Constitution. Et c'est pour cela que dans cette conclusion, je reviens sur les principes majeurs que la Constitution, que la Cour constitutionnelle a dégagés. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle s'est penchée sur l'état de droit. Et je cite l'arrêt. Dans le contexte congolais, la Constitution garantit, tant dans son préambule que dans son dispositif, entre autres valeurs, l'état de droit, la démocratie pluraliste et les droits humains. Il est évident, dit la Cour constitutionnelle, dans un arrêt supplémentaire du 22 juillet 2022, que le constituant n'a pas entendu laisser le champ libre aux organes juridictionnels, y compris le parquet général près la Cour constitutionnelle, de porter atteinte aux valeurs fondamentales de l'État moderne, tel qui est garanti par la Constitution de la République. Et la Cour, comme garde-frontière, a été instituée pour placer les digues afin d'éviter les débordements dans l'œuvre normative de toute autorité publique. À ce titre, elle est un instrument de réalisation et de garantie de l'état de droit, les derniers remparts, l'ultima ratio pour la préservation de l'état de droit qui emporte la soumission de tous, particuliers et institutions publiques, y compris le parquet général, près la Cour constitutionnelle, au seul règne et autorité du droit. Après, vous allez dire que les juristes ne font rien. Produire un tel passage au niveau d'un arrêt de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire que les juristes existent encore, c'est-à-dire que les juristes sont encore utiles. Ils sont là pour rappeler l'essentiel dans une société qui prétend à la démocratie, à l'état de droit. Un autre principe majeur qu'on peut trouver dans cet arrêt. Primauté de la Constitution. Primauté de la Constitution sur toutes les autres règles. Pour la Cour constitutionnelle, affirmer le primat de la Constitution sur toutes les autres règles juridiques matérielles dérivées ne va pas sans que certains mécanismes de contrôle soient mis en œuvre pour que ce principe de suprématie de la loi fondamentale ne demeure pas lettre morte. Et la Cour dit encore ceci,
pour affirmer le principe de la légalité. Nous sommes en matière pénale. Ici, le principe de la légalité, mes jeunes confrères juristes sont là pour l'affirmer ou le confirmer. La légalité est un principe majeur de la justice pénale. Lorsque le constituant dit à la Cour constitutionnelle qu'elle est compétente en matière pénale pour le président de la République et le Premier ministre, ce n'est pas pour que la Cour constitutionnelle ou le parquet général près de cette Cour se mette en situation de soustraire ces justiciables aux droits reconnus à tous les citoyens, à savoir qu'on ne peut retenir contre eux ni une infraction, ni une peine, ni une procédure, ni un juge que la loi n'a pas prévu. Et pour affirmer cette légalité, voici les termes de la Cour. La Cour précise que l'exigence du principe de la légalité concerne aussi la procédure, ce qui revient à dire que ce principe exige que la procédure pénale à appliquer contre un justiciable doit être celle expressément prévue par les textes constitutionnels et législatifs en vigueur. De même, il n'y a pas de juge ou de juridiction sans la loi. Ce qui veut dire qu'une personne ne peut être poursuivie que devant une juridiction préalablement connue dans un texte de loi. Il s'agit là d'un principe constitutionnellement garanti par l'article 17 alinéa 2 de la Constitution. Cet article qui est dans notre Constitution, qui est la volonté de notre peuple, qui a adopté la Constitution par référendum, est très important et très clair. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Lorsqu'après toutes ces violations des droits des citoyens, Matata Pogno, le parquet général, près la Cour constitutionnelle, lance un mandat de comparution. Lorsque le parquet général commet tant de violations par ce mandat de comparution, et que celui-ci se termine par la formule « s'il ne comparaît pas, sera contraint conformément à la loi ». Mais la loi n'a jamais prévu qu'on peut contraindre quelqu'un dans des hypothèses qui ne le concernent pas. Donc, il n'y a aucune loi dans le cas d'espèce qui permettrait l'exercice d'une contrainte quelconque pour comparaître devant un parquet général près la Cour constitutionnelle. Il n'y a aucune loi. Donc toute contrainte serait une violation de la Constitution, de la loi et une atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine. Et dans tous les cas, prendre l'initiative de la contrainte, c'est très bien, mais le peuple et chacun de nous a le droit à la résistance d'exécuter un ordre manifestement illégal. Vérifiez l'article 28 de notre Constitution. Et le dernier principe tiré de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle est le suivant. Principe de la compétence juridictionnelle d'attribution. Aucun parquet n'a le droit de circuler dans la rue à la recherche
des compétences que la loi ne lui a pas données. Les recherches qu'un parquet doit effectuer, c'est dans le cadre de sa compétence. Aucun parquet ne peut dire, comme ces agissements, ces comportements n'ont été attribués à aucun juge, donc je m'en empare. Non. La Cour relève que la compétence juridictionnelle étant d'attribution. Le prévenu Matata, qui a cessé d'être Premier ministre en fonction au moment où les poursuites contre lui sont engagées, doit être poursuivi devant son juge naturel. Dans le cas d'espèce, c'est la cassation. De sorte que, autrement, il serait soustrait du juge que la Constitution et les lois lui assignent. Elles sont en violation de l'article 19, alinéa 1er de la Constitution. C'était le dernier constat à travers une jurisprudence importante et récente. Le deuxième élément de ma conclusion, et qui est le dernier, c'est l'étonnement. L'étonnement. Notre étonnement porte sur le fait que certains hauts responsables de l'application de la loi font montre d'une témérité à nul autre pareil quand il s'agit de violer ou de contourner la Constitution et la loi dans leurs dispositions les plus claires. C'est cela qui déçoit le chef de l'État. C'est cela qui rabaisse et détruit la nation. Heureusement, parce que l'espoir, l'espérance sont toujours permis. Et nous sommes du côté de l'espérance. Nous sommes du côté de ceux-là qui pensent que la nation aura toujours les ressources nécessaires de résister, de se ressaisir et de conforter son état de droit. J'ai dit, je m'excuse de vous décevoir pour mon exposé très court, mais c'est pour vous donner aussi la chance de poser les questions que vous voulez poser. Je vous remercie. Ce sont les questions essentielles, inhérentes même à la procédure en cours. Quand la Cour de cassation a saisi la Cour constitutionnelle pour interpréter certaines expressions de la Constitution, notamment les actes commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, vous demandez quelle a été la suite réservée à la Cour de cassation. Mais la suite, j'ai envie de dire, était un peu rocambolesque. Mais on pouvait quand même se frayer un chemin. Pourquoi je dis rocambolesque? D'abord, avec raison, la Cour constitutionnelle a déclaré l'action de la Cour de cassation irrecevable. Parce que, effectivement, la Cour de cassation n'est pas citée par la Constitution parmi les institutions qui ont le pouvoir de saisir la Cour constitutionnelle en matière d'interprétation. Néanmoins, après avoir déclaré une action irrecevable, la Cour constitutionnelle a continué à réfléchir à haute voix en disant que pratiquement il faudrait bien qu'on trouve un juge pour Matata.
et que dans le cadre de sa mission de régulatrice des institutions, elle s'est déclarée compétente. Il n'était pas saisi de ça. Et puis, elle rendait un arrêt auquel les partis n'avaient pas été invités pour échanger, pour donner leurs moyens. C'est pour cela que j'ai utilisé, malgré ma prudence habituelle, le terme d'une décision rocambolesque. Maintenant, c'est certainement dans cette logique-là, très à part, que la même Cour constitutionnelle, du moins le parquet qui lui est rattaché, croit que la procédure peut se poursuivre devant la Cour constitutionnelle. Mais nous sommes en matière pénale. Autant la Cour constitutionnelle a de la marge en d'autres matières, telles que les matières électorales, autant en matière pénale, elle doit prêcher par l'exemple. Son arrêt du 15 novembre 2021 a mis fin à la procédure. A mis fin. Et l'article 168 dit cet arrêt s'impose à tous, y compris même les juridictions, c'est-à-dire même à celles-là qui a rendu l'arrêt. Alors, ceux qui ont des connaissances approximatives du droit, ils vous disent que c'est un revirement de jurisprudence. Non. Les revirements de jurisprudence, c'est lorsque la Cour saisit d'un cas semblable à un autre qu'elle avait déjà tranché, décide de modifier la solution apportée au premier cas à l'occasion de la deuxième affaire pour faire avancer quoi? La justice, la bonne administration de la justice. En d'autres termes, une cour peut avoir tranché une affaire dans tel sens. Et le parti vient plaider en disant, dans une affaire semblable, vous aviez dit que. Mais en même temps, la cour, elle se rend compte que, ou c'était une erreur, ou les circonstances ont évolué, ont changé. Et dans ce cas, qu'est fait la cour? Elle peut opérer un revirement de jurisprudence qui n'affecte pas le premier arrêt. Parce que le premier arrêt définitif a déjà été exécuté, mais qui servira de référence dans des cas semblables futurs. C'est ça le revirement de la jurisprudence. Il n'y a pas de revirement de la jurisprudence dans la même affaire. Les juges ne peuvent pas se le permettre. Parce que, qu'est-ce qui se perdrait en premier lieu? Quelle est la valeur que nous perdrions dans ce cas? La sécurité juridique des citoyens, la sécurité juridique dans les affaires. Donc la Cour n'a aucun moyen juridique de revenir sur Boukangarosa. Elle n'a aucun moyen juridique de revenir sur des faits nouveaux éventuels. Parce que, d'un côté, les faits qui sont dans la Constitution, les constituants ont toujours voulu qu'ils soient jugés pendant que les personnes poursuivies sont en fonction, exercent encore leur mandat. C'est son choix. Pour les autres infractions qui auraient été commises avant le mandat ou après le mandat, c'est le droit commun. La Cour constitutionnelle n'a aucune part. Vous entendez parfois les gens vous dire, donc Matata est impuni. Il n'est pas impuni. S'il vous vole ou vous tue aujourd'hui, il répondra devant la Cour de cassation, tant qu'il est sénateur. Et s'il n'est plus sénateur, il répondra devant la grande instance, etc. Il n'y a pas d'impunité quelque part. Il n'y en a pas. Alors, comme je disais, peut-être j'ai déjà répondu à toutes les autres questions suivantes. Il y a une question pour savoir si Matata se présentera au parc. Bien sûr que je suis son avocat, mais c'est à lui de poser la question.
Parce que moi, je ne fais que l'accompagner et l'assister et le défendre. La décision lui appartient. Lui appartient. Et s'il y allait, je l'accompagnerai, bien sûr, pour rappeler ce que je viens de vous dire, que c'est une procédure illégale, laissez mon client tranquille. C'est toujours la même chose. Quelle doit être l'attitude de Matata? C'est son attitude, c'est pas la mienne. Oui, c'est quoi? Tu as une question oubliée? C'est laquelle? Comment on finit avec ce dossier? Mais moi je crois que ce n'est pas une question à poser. J'ai dit que le dossier est fini. Parce qu'il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle pour lequel la Constitution n'a jamais prévu de recours de quelque partie que ce soit, qui a reçu exécution immédiate. Je suis toujours troublé de voir comment nous obéissons plus facilement au code de la route qu'à la Constitution. La Constitution a dit en des termes clairs, non équivoques, nous avons adopté cette Constitution par référendum. C'est notre volonté commune. C'est que la Constitution a dit pourquoi nous continuons à nous poser des questions. Est-ce que quand sur la route, on vous dit aller à gauche ou circuler à droite, vous dites je vais réfléchir, ou vous devez y aller spontanément? Il faut y aller spontanément. C'est la même chose pour la culture juridique que nous devons acquérir vis-à-vis de notre Constitution. Quand la Constitution dit nul ne peut être contraint d'exécuter un ordre manifestement illégal, il ne faut pas dire qu'il voulait dire le contraire. Il a dit ce qu'il a dit. Appliquons. Appliquons. Maintenant, la contrainte promise dans le mandat de comparution, si elle est exercée, c'est une voie de fait. Quand une contrainte est exercée sans fondement juridique, c'est une voie de fait. La violence légitime de l'État, c'est puisque elle est conforme à l'état du droit. Elle est conforme à notre Constitution, à nos textes. Toute violence exercée par une autorité en violation de la Constitution et de la loi, c'est une voie de fait, c'est un abus de pouvoir. C'est quelqu'un qui veut imposer sa volonté et non celle du peuple congolais. Et c'est tout. Et il faut dénoncer le mal. Attention, soyez attentifs, le mal, ce n'est pas seulement ce qui se commet. Le mal consiste aussi dans le fait de ne pas dénoncer le mal. Notre devoir de citoyen, au minimum, c'est de dénoncer le mal. Y a-t-il encore une question que je peux avoir, les immunités accordées? Ah, ça c'est une question plutôt juridique. Disons d'abord, dans Bukanga Lonzo, il n'y a jamais eu autorisation de poursuivre. Le réquisitoire du ministère public avait été rejeté. Dans l'affaire des biens aérianisés, les immunités ont été levées et malgré cela, le procureur général n'a jamais réussi à établir l'infraction. Et au lieu d'avoir le courage de constater qu'il n'y a rien et de classer ça ensuite, il maintient ce suspense qui détruit la nation, c'est l'expression du chef de l'État. De manière générale, les immunités sont levées ou refusées dans chaque cas. Donc, cas par cas. Cas par cas. On ne peut pas, à l'occasion des immunités qui ont été levées dans un cas, en profiter pour les étendre à des cas nouveaux. Il faut toujours des réquisitoires pour demander l'autorisation de lever les immunités. Il faut toujours un réquisitoire pour demander les poursuites et la mise en accusation. Et on ne peut pas profiter d'un ancien cas et l'étendre à de nouveaux cas. Ça, c'est une question de droit à laquelle je viens de répondre. Donc, ce n'est pas utilisable dans d'autres cas. J'ai oublié? Non.
Merci beaucoup, monsieur le doyen.